Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Conversation citoyenne. Et nous sommes extrêmement heureux d'avoir avec nous un invité de marque, l'homme de terrain, Alioune Badara Diop. Le préfet est nommé, représente l'administration de façon globale. Et quand je dis l'administration, vraiment c'est toute l'administration. À Dakar, vous êtes plus sur les questions de régulation d'ordre public, des questions de marché ici, de manifestation. Oui. C'est des questions plus citoyennes ici qu'économiques. Quand je suis arrivé à Louga, j'ai trouvé que la préfecture était délabrée. Je suis sorti de mon bureau et j'ai trouvé une chèvre qui était morte. À Dakar, je garde encore le souvenir de la fermeture du marché Sandaga. Ah oui, c'est pour des questions d'ordre public. Et tout ce que ça a pu générer après, c'est des choses qui m'ont marqué. Fermer Sandaga, ils ont été nécessaires, incontournables. Malheureusement, 8 jours après la fermeture, le marché lui-même a pris feu. Aller sur le terrain est une étape importante pour une autorité. Aller voir. L'État ne peut pas être partout, mais l'État est partout. Le bureau est un moment de décision. Il faut gouverner de loin, mais il faut administrer de près. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Conversation citoyenne où nous allons aborder la thématique de la gouvernance locale et la décentralisation. Et nous sommes extrêmement heureux d'avoir avec nous un invité de marque en la personne de l'ancien préfet, de l'homme d'État, du fonctionnaire, mais également de l'homme de terrain, Alioune Badara Diop. Doyen, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci, M. Diagne. C'est également tout le plaisir pour moi de participer à cette importante émission. Merci beaucoup, merci. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir et nous sommes sûrs que nous allons beaucoup apprendre de vous. Véritablement, Conversation citoyenne est cette émission dans laquelle nous abordons véritablement des thèmes d'impact majeur avec des personnes de tous bords, des experts de renom comme vous, pour pouvoir véritablement lancer un message vers l'engagement citoyen. Mais avant d'aller au cœur du sujet, on a l'habitude un peu, histoire de briser la glace, de poser des questions pour connaître un peu l'itinéraire de notre invité, mais également aussi tester parfois un peu ses connaissances. Alors avec vous, nous allons... Mais je vous rassure, ce sont des questions assez simples. De toute façon, nous sommes certains avec votre expertise que nous allons apprendre beaucoup de vous. Alors la première question que nous voulons simplement vous poser, c'est la différence qu'on peut faire entre un préfet et un maire, selon vous. Alors, je vous remercie, M. Diagne, de me donner l'opportunité de partager ce plateau avec vous et vous féliciter pour l'initiative que vous avez prise d'organiser ces émissions de partage, de réflexion, mais de prospective sur des questions majeures qui intéressent tous les citoyens. Et c'est une convention citoyenne, comme vous l'avez dit. Il est heureux que je puisse avoir l'occasion de prendre part à cette émission et de pouvoir peut-être apporter ma réflexion. Merci. Une différence principale d'abord entre un maire et un préfet. Un préfet, il est nommé. Il relève de l'autorité directe du chef de l'État qui, par décret en Conseil des ministres, nomme les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets conformément aux dispositions du décret 72-636 de 29 mai 1972 qui organise l'administration territoriale. Le maire, c'est un élu. C'est quelqu'un qui a un mandat de 5 ans. Il est élu par les populations de sa localité, au suffrage direct, parce qu'avant le suffrage était indirect. Maintenant, le maire, celui qui arrive en premier lors des élections locales, devient le maire. Donc la différence, c'est que lui, il a un mandat de 5 ans. Lui, il n'a pas de mandat, mais il a une nomination qui n'a pas de durée en réalité. Le préfet peut être au poste 2 ans, 3 ans, 5 ans, selon la volonté de l'autorité. Et c'est qu'ils ont 2 choses. Lui, il préside le conseil municipal et délibère sur les affaires locales. Le préfet est nommé, représente l'administration de façon globale. Et quand je dis l'administration, vraiment c'est toute l'administration. Centrale. On dit que le préfet est délégué du chef de l'État et représentant de tous les ministres. Donc il a une compétence générale. Et là, le préfet, contrairement au maire, au plan territorial, le maire a un territoire délimité dans l'espace de la commune. Le préfet gère un département. Donc, en termes de compétences au niveau territorial, au niveau de l'accès aux fonctions, ce n'est pas la même chose, mais également au niveau de l'espace d'exercice du pouvoir, ce n'est pas la même chose. Le maire gère une collectivité qui a une autonomie.
Donc la collectivité délibère sur les affaires de la collectivité. Le préfet n'a pas d'autonomie. Le préfet est placé sous l'autorité du gouverneur de la région, placé sous l'autorité de tous les membres du gouvernement et du chef de l'État. Donc c'est des différences qui sont profondes, mais c'est deux personnes qui partagent le même espace. Parce que le préfet a le contrôle sur l'action a priori et a posteriori sur les décisions de la collectivité et accompagne et soutient l'action de la collectivité. En même temps, le maire aussi a des compétences qui lui sont propres en matière de police municipale, en matière de gestion de l'espace, mais qui doit toujours faire en relation avec le préfet du département. Vous avez mentionné également le gouverneur, des fois on entend également le sous-préfet. Est-ce que vous pouvez donner quelques distinctions entre les deux? En fait, au Sénégal, l'architecture de l'organisation administrative du Sénégal, qui est un décret de 7202, qui organise la République, le plan territorial, distingue trois échelons. Il y a l'échelon régional, nous en avons jusqu'à 14. Il y a l'échelon départemental. Dans chaque région, nous avons des départements. Et à la tête de chaque département, nous avons des préfets. Et maintenant, dans chaque département, nous avons des arrondissements et à la tête de chaque arrondissement, nous avons ce qu'on appelle des sous-préfets. Donc nous avons les sous-préfets qui sont l'organe de base de gestion des actions de l'État et de contrôle des actes des collectivités. Vous avez le préfet du département qui gère à l'échelle départementale l'action du conseil départemental et des maires des communes de sa circonscription. Et maintenant le gouverneur qui est le chef de service de la région et qui est le coordonnateur de l'action de l'État au niveau de la région et supervise pour le compte de l'État toutes les actions qui sont menées dans la région. Alors on se rend compte que c'est beaucoup de structures, beaucoup d'acteurs, beaucoup de hiérarchies, et tous ces acteurs doivent coopérer ensemble pour que véritablement les politiques publiques soient efficaces. Oui, mais les choses sont très claires, parce qu'en fait, le gouverneur est la porte d'entrée de l'action de l'État. Donc c'est lui qui coordonne l'action de l'État, l'action de la représentation au plus nouveau. C'est le chef de l'exécutif régional. D'accord. Le chef de l'exécutif régional, donc à tout point de vue. Donc voilà, lui, il a sous sa coupole, il y a des adjoints qui l'aident dans ses tâches. Mais maintenant, au niveau de chaque département est géré par un préfet. Et tous les préfets ont les mêmes attributions. Ils ont les mêmes attributions en termes de suivi des politiques publiques, d'animation de l'activité gouvernementale, de suivi des diligences, des mesures prises, de l'application des lois et règlements prises par le niveau central, mais également d'assurer la représentation et de s'assurer que l'éducation fonctionne bien, que la santé fonctionne bien, que les actions sociales fonctionnent bien. Voilà, donc ce sont l'ensemble de ces éléments qui sont gérés au niveau central que le préfet va essayer d'exécuter au niveau de son département et sous la supervision du gouverneur de la région. Et lui également, il supervise l'action des sous-préfets. Donc l'organisation permet d'avoir un schéma échelonné du niveau inférieur arrondissement qui regroupe maintenant l'arrondissement, parce que depuis 2014, toutes les communes, on avait deux niveaux. On avait le conseil régional, et on avait la commune, et la communauté rurale et les communes d'arrondissement. Donc la réforme de 2014 a supprimé tous ces échelons au niveau des collectivités. Désormais, on a le conseil départemental, on a les communes. Donc toutes les communes, il n'y a plus de communauté rurale, donc toutes les communes sont, comme on dit, d'égale dignité, c'est toutes les communes. Maintenant, il y a des communes qui sont rurales, il faut le qualifier ainsi, qui sont restées un peu dans cette activité. Mais l'essentiel, c'est de voir que le sous-préfet coordonne au niveau de l'organisation ces actions de l'État et des collectivités et des organismes quand même publics, ONG qui interviennent. Le préfet, à son niveau supérieur départemental, coordonne ces actions et le gouverneur, qui est le représentant de l'État, donc est l'élément central de suivi, de mise en œuvre et de surveillance des politiques publiques. Des politiques publiques. Alors c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait que cette structuration permet parfois l'action publique. Et vous-même, vous aviez été pendant plusieurs fois à l'occasion préfet de plusieurs départements. On aimerait vous titiller un peu, parce que vous avez servi dans plusieurs départements, on aimerait savoir si vous deviez en choisir une qui vous a le plus marqué. Quel serait ce département et pourquoi? C'est difficile à dire parce que j'ai eu à avoir l'occasion d'administrer 3 départements essentiellement. Le département de Mbour au temps du président Abdoulaye Wade, ensuite le préfet de Dakar
qui est la préfecture la plus compliquée, la plus difficile en termes de gestion et qui vous prend énormément de temps en termes de prégnance même de l'activité administrative, compte tenu du fait que c'est la capitale. Oui. Et des questions sécuritaires qui sont liées à l'activité de centrale. Et j'ai été à Louga, où c'est une autre dimension de l'activité. À Mbour, vous avez le tourisme. Oui. L'activité économique, la pêche, le tourisme, l'agriculture. C'est une zone très intéressante en termes de mouvement, en termes d'activité. Les questions foncières sont des questions particulièrement présentes dans l'activité du préfet de département, la gestion du littoral, les questions liées à la présence des stations balnéaires, de Saly, entre autres, etc. Voilà. À Dakar, vous venez, vous êtes plus sur les questions de régulation d'ordre public. En permanence, pratiquement, des questions de marche ici, de manifestations. C'est des questions plus citoyennes ici qu'économiques. Bien entendu, la mission demeurant une mission économique, mais pour vous avouer, moi, quand j'étais préfet de Dakar, j'avais très peu de temps à consacrer aux questions liées à la coordination de l'action des services, parce que c'est le rythme de travail qui était très dense. Et vous avez ici la ville de Dakar, vous avez des communes d'arrondissement, et tout ça convergeait vers le préfet, et sans compter maintenant l'activité centrale du ministère de l'Intérieur, pour lequel vous êtes tenu d'être présent, participer à cela. Alors, quand vous allez à Louga, vous êtes dans une autre dimension. Louga, moi, quand je suis arrivé, j'avais l'impression d'avoir une sorte de break en termes de rythme. Parce que j'ai passé 2 ans à Dakar, 10 ans très rythmés. À Louga, j'ai eu une approche différente. Les populations sont très disponibles. Et moi, je me suis dit, là, je peux porter des initiatives citoyennes en tant qu'autorité administrative pour ne pas laisser juste les populations venir vers moi. Parce qu'à Dakar, ce sont les populations qui viennent vers vous. Vous sollicitez. Vous sollicitez tous les jours, alors que dans les régions, vous avez l'occasion peut-être de dérouler des actions, des initiatives qui sont porteuses de bien pour la représentation même et pour le symbole même de la présence de l'État. Donc, si j'ai pu rapidement vous parler d'une initiative qu'on a portée à Louga. Quand je suis arrivé à Louga, j'ai trouvé que la préfecture était délabrée. Je l'ai trouvé à Mbour aussi, il faut le dire. À Mbour, c'était plus facile parce que les services de l'État m'ont accompagné à réhabiliter la préfecture, à le remettre à neuf, à mettre un jardin, puis voilà, etc. À Dakar, même chose. Quand je suis arrivé, la préfecture était délabrée, on a retapé, avec l'aide de la municipalité d'ailleurs, qui nous a aidé à remettre à jour. À Louga, c'était différent parce que d'abord, moi, quand je suis arrivé, j'ai eu un petit incident lié au fait que je suis sorti de mon bureau et j'ai trouvé une chèvre qui était morte. Ça m'avait heurté, perturbé. J'ai dit au personnel, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, la chèvre a dit peut-être boire de l'eau. D'abord, la chèvre ne devait pas être dans la préfecture. C'est le sujet, quoi. À l'intérieur, vous ouvrez votre porte, vous trouvez une chèvre qui est morte dans la porte, ça vous intrigue. Alors, je me suis renseigné, il me dit non, elle a dû peut-être boire de l'eau impropre. C'était dans la préfecture. J'ai dit, mais pourquoi la porte ne se ferme pas? D'abord. Il n'y a pas de raison que la porte de la préfecture ne soit pas une porte fonctionnelle, qu'elle ne soit pas fermée. C'est parce que c'est un service public, mais qu'elle puisse avoir au minimum un minimum de contrôle sur les entrées et les sorties. Et premièrement, j'ai dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui sait faire le ferraillage, la réparation? Le gars, il est venu, on l'a payé de ma poche. Il m'a refait la porte fermée pour que maintenant les chèvres ne rentrent plus. J'ai dit, j'avais l'impression d'être dans un désert. Parce que d'abord, le bâtiment était dégradé. À l'intérieur de la préfecture, il y a 0 arbre. J'ai saisi les eaux et forêts qui ont bien voulu. Et puis, c'était à la veille de l'hivernage. Et non, je n'ai pas planté. J'ai fait appel à tout le monde. À la gendarmerie, à la police, aux sapeurs-pompiers, aux imams, aux délégués de quartier, aux ASC, aux maires, tout le monde. Une mobilisation générale. Générale. Le 15 août, tout le monde était là. Excellent. Il y avait tout le monde. Et j'ai dit, chaque personne un arbre. Excellent. On a planté. Et miraculeusement, on a saisi une société qui fait des produits agricoles, des produits engrais, qui est venue nous mettre un peu des produits. Parce que j'ai dit aux populations, si Feu Djilimbé, que Dieu est piqué de son âme, a pu rendre, disons, attractif le palais Djilimbé, quand vous rentrez dans le palais Djilimbé, vous êtes happé par la verdure. J'ai dit, si Djilimbé a pu le faire, on doit pouvoir le faire ici à la préfecture. Absolument. Il y a des gens qui étaient sceptiques, mais j'ai dit, allons-y, on met nos produits, etc. La police y est mise, et en 1 an,
la préfecture est devenue une verdure. Extraordinaire. Et j'ai sollicité les collectivités. Oui. J'ai dit, écoutez, le bâtiment ne m'appartient pas. Moi, je suis de passage. Il faudrait que chaque collectivité puisse apporter sa touche. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Ce que je veux, c'est juste que certains ont dit, moi, je prends la peinture, d'autres ont dit, je prends le carrelage. Et il y a un opérateur économique de Louga, qui se reconnaîtra certainement, qui m'a dit, moi, je prends tout le carrelage. Il l'a pris. D'autres ont pris la toiture, parce que c'est des tuiles. On a repris, mais le bâtiment, on l'a mis en ocre blanc. Wow. Pour garder un peu la stature, la somptuosité. Voilà. Et on a mis des fleurs sur le long des grillages et on a mis la lumière, mais le bâtiment avait totalement changé, transformé. Et d'ailleurs, chaque fois que je vais à Louga, c'est ça que l'on rappelle. Souvent, vous avez changé. C'est votre empreinte. Voilà, parce que j'estime que le service public doit être attractif, bien sûr. doit être beau, doit être, disons, aussi joli que les maisons des autres et des autres. Tout à fait. Parce que c'est un bien commun qui appartient à toute la communauté. Absolument. Ça, c'est un message qui est très fort parce que souvent, la perception du bien commun, c'est un bien qui est délabré. Mais nous devons préserver le bien commun, nous devons le protéger parce que ça ne nous appartient pas. Nous devons le transmettre. Et chaque fois, le sentiment que j'ai eu, chaque fois qu'on vous donne un bien qui ne vous appartient pas, vous devez veiller à le rendre au propriétaire dans les conditions. Si vous ne pouvez pas améliorer, faites en sorte de le rendre dans l'état dans lequel on vous l'avait remis. C'est extrêmement important. Excellent. Non, c'est un message qui est très fort. Un événement malheureux avec cette anecdote de la chérie. Et d'ailleurs, ce sentiment, disons, d'appartenance à cette préfecture, finalement, la préfecture était devenue la veille de tous les Lougatois. Certains même qu'ils avaient des... Bon, vous savez, ils ont une forte communauté à l'étranger. Quand ils avaient des mariages, les gens n'hésitaient pas à venir se prendre en photo avec les fleurs. Et c'était tellement beau, ils envoyaient. Et c'est resté d'ailleurs dans l'imaginaire populaire au niveau de Louga comme étant une œuvre importante. C'est tout de même la même chose que j'ai pu faire quand je me dis, quand on a démarré au niveau central ici, la levée des couleurs. Je dis, bon, c'est un peu fastidieux. Vous comprenez l'environnement de Louga, de faire venir les chefs de service le matin, lever des couleurs et puis les laisser retourner. Je dis, pourquoi ne pas le faire dans des écoles et donner le sens de la citoyenneté à nos jeunes, à nos enfants. À un bas âge, leur inculquer cette idée. Et là, on a démarré ce qu'on a appelé les militaires citoyennes à l'école. Extraordinaire. On va dans une école, j'amène la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, le service pénitentiaire, les chefs de service, les eaux et forêts. Et avec ma tenue en tenue d'apparat, on va dans une école, on fait la levée des couleurs. Moi, je leur offre d'abord le drapeau. Excellent. Et ensuite, on joue l'hymne national. Voilà, donc, les enfants sont là. Il y a un ressenti. Et puis, finalement, cet événement que l'on faisait au début dans les écoles, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est l'émulation que ça a créé. Tout à fait. Quand on disait que toutes les écoles voulaient que le préfet vienne, déjà, c'était bien, tout le monde voulait faire ça, la vidéo avec le préfet. Mais ensuite, quand la cérémonie devait se faire, les enseignantes nettoyaient l'école. Parce que moi, quand j'arrivais avec mes détergents, j'offrais également des détergents à l'école. Ils nettoyaient l'école et les femmes commençaient même, les enseignantes, à se mettre dans des tenues, disons, qui ressemblent à tout le monde, la même tenue. Là. Et c'est devenu un événement extrêmement important. Tous les 15 jours, tous les 15 jours, on allait dans une école. Et moi, je trouve que c'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Dans mon parcours au niveau de... c'est magistral. C'est un excellent message que vous donnez à toute la communauté. Mais dans les autres, c'est des questions beaucoup plus difficiles. Parce qu'à Dakar, je garde encore le souvenir de la fermeture du marché Sandaga. C'est pour des questions d'ordre public. Et tout ce que ça a pu générer après, c'est des choses qui m'ont marqué. Tout à fait. On y reviendra certainement tout à l'heure quand on parlera de la sécurité. Alors, la dernière question avant d'aborder les enjeux d'un point de vue local. On sait qu'également vous êtes un adepte de marche, vous avez beaucoup marché sur le terrain. Alors pourquoi, à votre avis, il est important de marcher dans le territoire, de ne pas rester dans les bureaux? Et j'en profite pour vous poser une autre question. Vous êtes aussi quelqu'un qui aime beaucoup la gastronomie locale. Est-ce qu'il y a un plat local qui vous a le plus marqué, qui est symptomatique d'une culture du territoire? Bon, quand vous allez... je pense que l'action publique gagnerait à être une action beaucoup plus territoriale. En ce sens que vous êtes dans un service, fermé dans un bureau, vous prenez des décisions importantes. Vous signez des documents, vous signez des textes, des décrets, des arrêtés, etc. Mais vous n'avez pas idée de quel est l'impact
de la décision que vous avez prise sur les populations destinataires, soit au niveau du préfet, au niveau du gouverneur, même au niveau du gouvernement, du ministre. Vous avez intérêt à aller voir sur le terrain. La mesure prise, quelle est la plus-value de cette mesure? C'est pourquoi moi je pense que aller sur le terrain est une étape importante pour une autorité. Aller voir, aller constater, aller accompagner, aller rassurer les populations, c'est extrêmement important aussi. Parce que les populations ont l'impression souvent qu'il y a un fossé entre le décideur et elles qui sont voilà, les bénéficiaires ou les destinataires des décisions qui sont prises. Or, chaque fois que vous allez sur le terrain, vous allez vous-même constater que l'action que j'ai prise, son impact est un impact qui soit positif et qu'il faudrait peut-être envisager de l'améliorer ou de le faire encore mieux, ou s'il y a eu un impact négatif parce qu'il y a eu des difficultés dans sa mise en œuvre, et ça vous permet de corriger. Je pense que le bureau est un moment de décision, mais le terrain permet d'avoir de visu l'action publique de l'État sur le territoire et ce n'est pas toujours évident, mais il faut sortir des bureaux. Moi, chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire, je n'ai pas hésité à aller moi-même sur le terrain, vous prenez une mesure, la mesure vous-même, vous devez aller vous assurer que la mesure elle est bien appliquée. Et les personnes qui sont chargées de les appliquer, est-ce que l'esprit qui a prévalu à la prise de la décision a été respecté? Parce que souvent aussi, c'est ça la difficulté. Une décision peut être prise, mais elle est prise sur la base d'un esprit, d'une idée que l'on a. Mais cette idée-là, il faut veiller à ce que l'esprit pour lequel on a pris la décision, cet esprit-là soit respecté. Seulement pas la décision, mais c'est extrêmement important. C'est pourquoi moi, je suis pour vraiment la descente sur le terrain, le contrôle, la vérification, l'accompagnement, les conseils, pour pouvoir au mieux rendre le service attendu. Ensuite, maintenant, sur la dynamique elle-même, le décideur ne doit pas être éloigné. Il y a une phrase célèbre, on dit il faut gouverner de loin, mais il faut administrer de près. C'est une phrase qui est célèbre et quand vous administrez de près, vous avez le retour. Vous avez le retour des besoins, des préoccupations, des difficultés et vous avez toujours la capacité, disons, d'ajuster. On a l'habitude de dire une gouvernance de proximité, mais c'est clair, locale. c'est gouvernance de proximité, ça demande de l'ajustement. Mais quand le contact n'est pas établi, vous n'avez pas le feedback. Et quand vous n'avez pas le feedback, vous ne pouvez pas évaluer, soit positivement, soit négativement, la mesure qui a été prise. Et par rapport à votre plat particulier, la gastronomie? Alors, moi, je risque d'aller à Kédougou. À Kédougou? Ah oui. On sait que vous aimez bien l'Est. Ah oui, l'Est, c'est un pays merveilleux. Les gens sont très accueillants, très ouverts. Ce que vous avez l'habitude de consommer ici chez vous, bon, moi je suis né à Bargny, j'ai grandi à Bargny, je suis né à Mbour, à Tefes, Mbour-Tefes, j'ai grandi à Bargny, donc le poisson est notre quotidien. On a mangé le poisson et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les rares fois d'ailleurs qu'on avait l'occasion de manger, disons, de la viande, c'était lors des grandes fêtes, mais systématiquement, le poisson était là. Que ce soit au plan du matin, le couscous du matin, le couscous, le tchérédjen, le matin, c'est tout chaud, excellent. On le mange à midi, le soir également, c'est le tchérédjen, donc on se gavait de poisson. C'est pourquoi moi, le couscous demeure l'un des plats que j'apprécie beaucoup. Et sans que les Ndiayen aient quoi que ce soit à me reprocher, mais je pense que c'est un plat qui est chez nous. Chez nous, conçu chez nous. Alors, quand vous allez maintenant, le fognon, fognon est un aliment riche. Quand vous lisez un peu les informations diététiques sur le fognon est un aliment qui est bon pour la santé, excellent pour la santé, pour ne pas dire ainsi. Et moi, au-delà du fait que j'ai découvert, mais à Kédougou, ils le préparent de façon différente. Vous avez l'occasion de le manger dans toutes ses facettes, avec dans différentes compositions. Et
c'est un bon souvenir que j'en garde. Oui. Un bon souvenir. Non, c'est un très beau message également. Voilà. La consommation locale, Tout à fait, c'est important. la diversité, Tout à fait, la richesse calorifique des tout à fait, nutriments. absolument. On a l'habitude souvent de manger tous nos plats avec Oui, du riz, mais on se rend compte qu'il faut également aller découvrir tout à fait. d'autres plats et D'autres plats. c'est meilleur pour la santé. Absolument, C'est le absolument, message. absolument. Alors, excellent. Ça nous fait une bonne transition par rapport à la partie sur la fonction préfectorale. Vous l'avez un peu évoqué aujourd'hui. Quel est selon vous le rôle fondamental d'un préfet, surtout pour insister sur la relation entre l'État et les citoyens? De plus en plus, on se rend compte qu'il y a une forme de déconnexion des citoyens par rapport avec l'autorité préfectorale parce qu'on s'attend à beaucoup plus de résultats, de performances. On avait accueilli dans une autre émission notre ami Foumalade qui nous a parlé qu'à Guédiawaye, il y avait une déconnexion. Les gens allaient les voir parce qu'ils se rendaient compte que l'autorité locale était moins performante. Est-ce que vous avez ce même sentiment et qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre niveau pour assurer la connexion? Alors, sur la fonction préfectorale, d'abord, moi, j'ai dit que c'est une fonction nécessaire et indispensable. Ça, je pense qu'en France, ils sont dans des réformes de cette nature. Et récemment, le Premier ministre François Bayrou, avant de quitter la station prématurale en France, a pris un décret pour renforcer l'action de cohérence, pour une meilleure cohérence de l'action des préfets au niveau des départements. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est que en fait, les préfets sont tous des administrateurs civils. Il n'y a pas un autre corps. Pour être préfet, il faut être administrateur civil. Donc, il faut être un énarque. Vous faites 2 ans à l'École nationale d'administration, vous sortez, vous avez fait la branche administration générale, on l'appelle, et maintenant, c'est le ministre de l'Intérieur qui propose la nomination aux fonctions de préfet. En général, vous passez par adjoint gouverneur, etc., avant d'arriver au poste de préfet, qui est un poste stratégique, extrêmement important, qui est un verrou dans les questions d'ordre public, également un instrument de mise en œuvre et d'accompagnement de l'action de l'État. Dans ce sens-là, il faut comprendre aussi que la formation que le préfet reçoit, ces 2 ans, n'est pas forcément conforme aux réalités. On vous donne les prérequis, si on peut le dire ainsi. On vous a préparé sur des matières, sur des domaines. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, entre Mbour, le département de Mbour, le département de Dakar et le département de Louga, il n'y a pas photo. 3 différences majeures. Il n'y a pas photo en termes de réalité, de contraintes auxquelles vous devez faire face, des difficultés auxquelles vous devez prendre en charge, l'accompagnement et la manière de conduire l'action de l'État. C'est à ce niveau-là qu'il y a une difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les préfets, l'administration territoriale, de façon globale, moi, je n'aime pas le concept commandement territorial. Ça, c'est un concept qui renvoie un peu à une image, disons, de l'aspect colonial. Certains vous diront, oui, la tenue. Oui, la tenue du préfet permet de le distinguer, parce que la tenue est indispensable, parce que c'est un corps préfectoral. Même si le corps n'existe pas du point de vue juridique, mais on en a la préfectorale. Ce sont les personnes nommées pour être des préfets de département. Donc, ils sont les courroies de transmission, à la fois entre le gouvernement de la République et ses services et les populations. En même temps, ils sont aussi le courroie de transmission entre les préoccupations et besoins des populations vers le niveau gouvernemental. Donc, c'est comme un entonnoir, quoi. Ça vient de haut, ça descend, et ça va du bas et ça doit monter. Et il faut avoir ce tact, cette capacité à pouvoir comprendre les enjeux qui dominent dans une région, les défis auxquels le département est confronté, et pouvoir identifier les attentes de ces populations et adapter l'action de l'État en fonction de ces types-là. Comprendre les enjeux, identifier les défis, mais recenser les besoins des populations. Si vous parvenez à le faire, avoir l'écoute, avoir cette ouverture d'écoute. Moi, je me rappelle que quand j'étais arrivé à Louga, Louga est une zone où pratiquement tous les grandes villes, enfin les grands villages, avaient des chefs religieux. Et chaque chef religieux avait
son gamou annuel. Oui. Donc, il fallait voir, est-ce qu'il fallait les faire venir à la préfecture? Oui. Parce que l'État accompagne les chefs, les familles religieuses dans le cadre de ces manifestations. Je me suis dit non, moi, il faut se déplacer. Il faut aller. Directement. Et je convoquais les réunions au niveau de la localité où le gamou devait avoir lieu, un mois à l'avant. J'y allais, ça me permettait de profiter de faire le tour, disons, de la localité, de rencontrer les acteurs, de discuter avec ces acteurs, d'avoir le vent de comment ça marche, les difficultés auxquelles sont confrontées ces localités, aller voir le poste de santé, etc. C'est des choses importantes sur lesquelles on sent la présence de l'État. L'État ne peut pas être partout, mais l'État est partout. Dès lors que l'État a des représentants, ce sont ces représentants-là qui doivent, disons, animer la circonscription. Et c'est ça le terme. Le terme animer, c'est faire vivre la circonscription. Avec les maires de la collectivité, avec les chefs de village, avec les délégués de quartier, avec les associations, avec les communautés de base, que sont les ONG, les structures. Et il y a une occasion annuelle ou régulière que l'on peut convoquer pour permettre à ces acteurs-là de faire, disons, le bilan de l'action de chaque acteur et puis recentrer l'action. Et de faire passer aussi les décisions de l'État. Parce que l'État prend beaucoup de décisions. Que les populations ne sont pas censées forcément être au courant. Donc, il faudrait avoir cette capacité à être le courroie de transmission. Quand l'État prend une décision, que cette décision puisse être portée à l'attention. Vous savez, la présence des préfets, des gouverneurs dans les gamous, ce n'est pas juste pour le folklore. Non, ce n'est pas pour le folklore. Il faut être porteur de messages du gouvernement, parce que c'est des moments importants de communication où l'autorité administrative doit porter le message de l'État vers la communauté. Parce qu'il y a beaucoup de mesures que l'on prend et ces mesures-là ne sont pas forcément portées à l'information de tout le monde. Et pouvoir être également leur avocat. Il y a un forage qui est en panne dans une localité. Il faut en être informé et pouvoir informer l'autorité chargée de trouver la solution à ce problème. Parce que quand un forage tombe en panne, vous imaginez l'impact le fait que la non-disponibilité de la ressource dans une localité, en termes d'eau, en termes de qualité de vie, de nourriture, d'alimentation en eau du bétail, de l'accès à l'eau pose des problèmes pour la scolarité, les enfants. Voilà, donc c'est un ensemble de faits qui sont liés à une panne d'un forage. Et l'autorité administrative, comme le préfet, a l'obligation de s'occuper de ces questions-là. Et je crois que c'est ça ce rôle d'assistance des populations. Et tant que les préfets pourront davantage assister les populations, les accompagner, les aider, les conseiller, je crois que le rôle sera de plus en plus. Il ne faudrait pas attendre que les populations viennent directement, mais il faudrait être informé avec les populations, et on a des relais. Les délégués des quartiers, c'est de très bons relais. Les chefs de village également, c'est de bons relais. Si vous parvenez à les rencontrer régulièrement, vous avez un écho. Et les chefs religieux également, c'est des porteurs d'informations, des préoccupations des populations. Dans certaines communautés, les populations vont aller voir les chefs religieux directement, ils ne vont pas aller chez le préfet. Mais donc, le contact des chefs religieux, il faut les fluidifier, ça vous permet d'avoir l'information. Et maintenant, avec les chefs de service que vous avez, organisez de façon régulière les rencontres qui vous permettent d'avoir la situation de la campagne agricole, la situation du cheptel, la situation des maladies, etc. Je crois que ce rôle est extrêmement important. Et il faut le préserver, il faut le renforcer. On se rend compte qu'effectivement, que dans la mise en application, que l'État, tel que vous le décrivez, doit justement en fait, travailler avec tous ces acteurs-là, parce qu'ils sont non seulement ce caractère de relais qu'on a vu depuis la colonisation, qui est, on a l'impression que le pouvoir le plus influent, le plus fort, c'est ce pouvoir-là que vous avez décrit, ce pouvoir local. Mais c'est vrai, parce que, pourquoi? Parce que dans la perception générale, d'ailleurs, les gens pensent que le préfet est le représentant du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas le cas. Dans le texte, dit que c'est le représentant de tous les ministres. Donc le préfet est censé prendre une mesure dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'éducation, le préfet a une compétence, disons, globale, générale, sur le territoire sur lequel il a été porté. Et il doit veiller à ce que les intérêts de l'État soient préservés, mais également veiller à ce que les intérêts des populations soient préservés. Cet équilibre-là est extrêmement important à pouvoir assurer cet équilibre-là. Est-ce qu'il y a une décision administrative qui vous a le plus marqué dans
par rapport à son impact concret sur la population que vous avez prise? Il y en a. Je prendrais, moi, par exemple, le cas de. Ça a un impact sécuritaire et économique à la fois. C'est le marché Sandaga. Ça, franchement, ça m'a marqué parce que j'avais fait un rapport à l'époque avec les services techniques sur la situation du marché Sandaga qui menaçait. Et il faut rappeler, le marché Sandaga date de 1934. Nous, on était en 2014 là. Donc, vous évaluez. Plus de 80. Voilà, donc je suis rentré au marché. Moi, j'avais hâte de sortir parce que je pensais que le marché pouvait tomber sur moi juste avant qu'elle sorte. Et puis, il faisait un. Alors, quand j'ai visité, j'ai fait un rapport qui a été soumis au gouverneur, qui a transmis au ministère de l'Intérieur. Et le rapport est arrivé sur la table du chef de l'État. Qui, exploitation, a décidé, donné ordre pour qu'on procède à la fermeture immédiate. Cette fermeture, il fallait la faire, c'était l'avant la Tabaski. Et on l'a fait. Et ça a eu son impact. Un impact parce que Sandaga, il faut comprendre que c'est beaucoup d'activités économiques. C'était le cœur de l'activité économique. Fermer Sandaga, disons, était nécessaire, incontournable. Malheureusement, 8 jours après la fermeture, on les avait déjà relogés en ça, il faut le rappeler. Le marché lui-même a pris feu. Ah, littéralement. Littéralement. Wow. Alors certains avaient dit que il y a un monsieur qui m'avait attaqué dans la presse en disant que non seulement j'avais fermé le marché, mais j'avais mis le feu au marché, quoi. Et que je n'ai pas pris le soin d'être là pour accompagner les acteurs. Donc c'est une mesure que j'avais appréciée parce que je la trouvais juste et raisonnable. Un bâtiment qui menace l'huile au centre de Dakar, un bâtiment qui a atteint par l'âge, que l'on puisse délocaliser les populations, le temps de trouver une solution. Et il y avait avec la ville de Dakar déjà un projet de remettre à neuf le marché. Alors ça m'a un peu poursuivi parce que c'était très compliqué de gérer la perception, le regard, la compréhension. Certaines décisions ne sont pas toujours comprises. Beaucoup de décisions. Ça m'est arrivé également à Hambourg. Carrément, les navettanes, il y avait des échafaudages, j'ai fermé. Et je l'ai fait à Dakar aussi. Pour les problèmes d'insécurité, justement, problème d'insécurité. À Dakar, j'avais arrêté carrément des navettanes. Et ça m'est arrivé également à Louga. Là, il y avait mort d'homme. J'avais suspendu et j'avais fixé des conditions pour la reprise. Et chaque fois, c'est comme ça. Moi, j'appelle les gens à la concertation. Je ferme. On se retrouve. On discute. Si vous pensez que les éléments probants sont là pour que nous puissions reprendre, on le fait. Mais s'il n'y a pas les éléments de garantie qui permettent, on ne prend pas les mesures. Donc souvent, c'est des mesures difficiles que l'on prend dans le cadre des manifestations publiques, des manifestations politiques. Par exemple, moi, je me souviens d'une décision que j'avais prise lors d'une marche d'un parti de l'opposition. La réunion préparatoire, j'avais le go. Pour que toutes les dispositions soient prises. J'avais tenu une réunion de sécurité dans mon bureau. Toutes les dispositions étaient prises. Et on donne l'autorisation pour la manifestation. Je me retrouve dans une réunion à l'aéroport sur les questions de sécurité du périmètre aéroportuaire. Et je reçois l'appel de l'autorité qui me demande de surseoir à ma décision. Il fallait maintenant revenir au bureau. Quel est l'argument qu'il fallait avancer? Il faisait midi passé. La manifestation était prévue à 16h. Et comme le fait, les organisateurs ont peut-être eu vent de ça. Ils ont tous fermé le téléphone portable. Trop tard pour les aviser. Mais il fallait prendre la mesure. La mesure a été prise avec la sécurité. On a pu gérer pour s'en sortir. Ce n'est pas toujours évident de prendre des mesures, mais c'est comme ça. Des mesures parfois impopulaires. Et très populaires parce que je me souviens également qu'à Hambourg, la mesure de fermeture. Vous savez, à Hambourg, vous avez une période où il faut prendre un arrêté pour le repos biologique. Moi, j'arrive à Hambourg, je prends service et les populations pêcheurs viennent manifester devant la préfecture. Moi, je n'ai même pas encore déballé mes bagages. J'ai dit, bon, voilà, il faut prendre la mesure. Mais cette mesure-là, je n'ai jamais voulu la prendre, disons, dans mon bureau. J'ai organisé des concertations avec les populations pour qu'elles-mêmes me donnent la période la plus appropriée. Et tous les acteurs adhéraient à ces mesures-là et ça permettait d'avancer. Pour dire que souvent, vous avez la capacité, le droit, et le droit est avec vous pour prendre la mesure. Mais certaines mesures, il vaut mieux que les acteurs vous aident à la prise de la décision. Et elles-mêmes se reconnaissent dans la décision et vont même vous aider
à l'application de la mesure. Ça je pense que facilite mieux l'acceptation par la suite. Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que vous abordez une thématique importante qui est la question de la sécurité publique, qui est également un enjeu extrêmement important dans la gestion de la collectivité locale. Certaines zones, bon, vous n'y étiez pas en tant que préfet, mais que vous connaissez beaucoup, c'est l'Est du Sénégal, font face à des défis sécuritaires assez nouveaux. À votre avis, la décentralisation, on parle des pôles régionaux de développement maintenant, etc. Est-ce que selon vous, ça constitue plus un atout qu'un risque dans ce contexte-là? Je pense que la décentralisation en soi, si elle est bien conduite, c'est une politique publique aussi. Hein. Oui. C'est un atout parce qu'au Sénégal, nous avons, dans ce sens-là, au plan territorial, deux politiques publiques. La première, c'est la décentralisation, qui est consacrée par la Constitution. Oui. Donc, par contre, c'est justement en 2016 que l'on a consacré la déconcentration, le référendum, la déconcentration comme politique publique. Vous vous posiez la question de la différence entre un préfet et un maire. Le maire, il est l'élément de la décentralisation. Le préfet, c'est l'élément de la déconcentration. La décentralisation, elle est nécessaire, elle est importante, si elle est bien perçue, bien conduite, et des acteurs préparés à sa mise en œuvre. Et c'est là la difficulté. Avec des outils et les moyens. Je participe à travers une ONG et je salue le président de l'ONG Tatan, Assedik, avec qui je travaille sur cette question-là. Et nous conduisons un programme qui s'appelle Saine Résilience 2, qui est un programme de l'Union européenne avec la Fondation Konrad Adenauer dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Vous savez, c'est des zones qui sont exposées aux flux migratoires, les frontalières, avec des pays qui ont des difficultés au plan sécuritaire. Et ce programme-là vise à expliquer que, en fait, la sécurité n'est pas l'affaire seule de l'État. L'État a la responsabilité de la sécurité publique, la sécurité des frontières, tout ça, bon, avec l'armée, la police et tout. La sécurité civile aussi, de l'armée avec les sapeurs-pompiers. La préservation de nos ressources, voilà, tout ça relève de l'État. Mais on le fait pour qui? On le fait pour les citoyens. On le fait pour les populations. Donc, la sécurité d'abord, elle doit être une sécurité citoyenne. Et c'est là tout le débat sur l'accompagnement, l'animation des activités que nous menons, sur la sécurité collaborative. Oui, c'est important ce concept. La sécurité Vous pouvez l'expliquer un peu à nos auditeurs, cette notion? Alors, la sécurité collaborative est un concept qui n'est pas très ancien, mais qui a été, disons, un peu validé par les Nations Unies à travers le PNUD, qui porte l'initiative de créer les conditions d'un dialogue entre les acteurs salariés de la sécurité, les acteurs compétents, disons gendarmerie, police, etc., et les autorités administratives qui sont porteurs d'une dimension sécuritaire dans leur territoire, mais aussi les maires qui sont également porteurs d'une dimension sécuritaire. La sécurité de la police de proximité relève de l'autorité des maires. Et maintenant, il y a les populations qui sont à la fois des acteurs et des bénéficiaires de ce processus de sécurité. Donc, et quand je dis les populations, c'est les OCB, c'est tout ce qu'il y a autour, mais également les acteurs intervenants même qui ne sont pas forcément dans ces localités, qui peuvent être des ONG, entre autres. Donc, cette dynamique-là permet, d'identifier, disons, ce qu'on peut appeler les défis sécuritaires. Veiller à ce que ce qu'on a identifié comme étant des défis qui sont des risques, que ces risques ne deviennent pas des menaces. C'est extrêmement important. Parce que et si on parvient à faire en sorte que les risques ne deviennent pas des menaces, les populations ont cette préparation à l'attitude normale et en termes de résilience pour faire face aux défis sécuritaires auxquels elles peuvent être confrontées. Or, dans ces zones-là, évidemment, les défis sécuritaires ne sont pas sécurité stricte terme, parce que quand on est allé à Tambacounda, on a fait un atelier régional avec le gouverneur de la région et tous les acteurs. On a identifié des défis qui sont sécuritaires sur le plan économique, qui sont des défis sécuritaires sur le plan communautaire, qui sont des défis sécuritaires sur la question de la gestion de la ressource, environnementale, qui sont liés à la question de sécurité sur la gestion du foncier, des défis sécuritaires qui sont liés à d'autres aspects, qui ne sont pas forcément sécurité au sens strict du terme. Et il y a le général Mamoudou Seck qui a fait un papier intéressant que j'ai lu sur d'ailleurs cette gouvernance. Il dit que
le monde a changé. Oui. Avant, nous avions des guerres symétriques. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la guerre asymétrique. Absolument. Donc, ça veut dire que la menace, elle est là, Oui. elle est à latence, Tout elle à est fait. chez nous, Oui. elle peut surgir à tout moment. Ce n'est pas une armée qui va nous envahir, Oui. mais c'est des gens qui vont aller chercher les faiblesses économiques, sociales des populations et qui vont, disons, essayer de combler ces faiblesses économiques, sociales, entre autres, religieuses, et ensuite, sur cette base-là, nouer une dynamique qui leur permet de s'installer et de pouvoir modifier un peu le contexte, disons, sécuritaire des localités. Donc là, l'esprit, c'est de pouvoir préparer les populations à plus comprendre ce message, à plus l'accepter et casser le mur, le cloison entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Le dialogue sur la sécurité est aujourd'hui nécessaire. Pas seulement dans ces deux régions, mais sur l'ensemble du territoire. Les citoyens doivent être porteurs d'abord de la dimension sécuritaire. Et vous l'avez vu dans certains quartiers ici, les populations s'organisent, paient un gardien, paient ceci, bon voilà. Mais tout ça, il ne faut pas le faire. Les populations ne doivent pas elles-mêmes, disons, porter cette dynamique. Elles peuvent porter l'initiative, mais c'est des initiatives qu'il faut encadrer pour ne pas, disons, laisser passer. Même quand la population décide que parce qu'une route est très passante par les véhicules, les Jakarta et autres qui font vite, que la population décide de mettre un dos d'âne, il faut le réglementer, il faut l'organiser. C'est dans ce sens-là qu'on a besoin de l'État pour accompagner les dynamiques citoyennes. Et dans ces dynamiques-là, justement, nous, dans la région de Tambacounda, chaque localité, chaque commune où nous avons été, le sous-préfet nous disait, voilà le défi sécurité le plus présent. L'exploitation du pain de singe vous paraît être une chose très simple. Nous le prenons tous les jours sur nos tables, le bouilli. Mais vous allez dans la zone de Goudiri, mais ça prend une dimension sécuritaire parce que c'est un produit qui est stratégique. Vous allez ailleurs, c'est peut-être les questions de circulation des produits stupéfiants, la drogue. On a traité de la question. Quand vous allez dans une commune comme Niani Toucouleur, qui est une zone très frontalière, vous allez dans des communes comme Kahen, vous allez là-bas, c'est la question de la gestion des fonciers entre les populations du Sénégal et la Gambie. On a été à Payar, où la problématique, c'est aujourd'hui, si vous allez dans ces zones-là, c'est tous les pasteurs qui viennent du nord, qui viennent s'installer durant la période sèche dans la zone de Tambacounda et qui passent sur les champs, les routes. Il y a toujours des conflits liés à cela. Et puis ensuite, il y a les feux de brousse, entre autres questions, qui sont des questions sécuritaires, mais importantes sur lesquelles il faut préparer les populations. On se rend compte que c'est une sécurité d'un point de vue multidimensionnel. Tout à fait. Et avant d'aborder la dernière partie, qui est peut-être le message à lancer aux jeunes, il y a un phénomène très populaire qu'on voit, parce que tout à l'heure, vous parliez un peu de la violence au niveau des Nawetan, qu'on voit au niveau de la lutte. On voit au niveau de Dakar le phénomène des Cimols, des jeunes qui viennent en masse lorsqu'il y a voilà, des arènes, lorsqu'il y a les combats de lutte, et qui viennent agresser à tout va. Alors, vous qui avez justement travaillé et qui rappelez dans ce sens-là la notion de la sécurité collaborative, quel type de moyens on peut entreprendre, que l'État peut entreprendre pour contrecarrer finalement en fait, ces types de phénomènes? Moi, je pense que ce type de phénomène-là, il faut le prendre en charge, non pas seulement de dimension mise à part ce dispositif de sécurité avec la police, la gendarmerie, mais je pense qu'il faudrait impliquer davantage les quartiers concernés par ce phénomène-là. Vous savez, il y a les délégués de quartier. C'est vrai, il est nommé par le maire, le représentant de l'administration, mais il y a les comités de quartier, les conseils de quartier. Et ces conseils de quartier-là, je pense que l'autorité a intérêt dans ce cadre-là, elle pourrait également travailler aussi avec les organisateurs des combats de lutte. Ils ont des responsabilités. Les acteurs, même les lutteurs ont une responsabilité, parce que ce sont les supporters qui souvent font cela. Donc, je pense que dans cette dynamique-là, il y a ces concertations avant les grands combats qui est nécessaire pour que des réunions de sécurité soient tenues. Pas réunions de sécurité dans le sens classique, formel, mais au niveau communautaire. Voilà, au niveau communautaire en termes de préparation. Je me souviens qu'on avait eu un marche très difficile à Louga entre deux quartiers, une rivalité
que Seigneur Louga, et je crois qu'il y avait un autre quartier. C'était très, très compliqué chaque année. Malheureusement, il nous est arrivé qu'à la veille du match, on nous dit que les GM ne pourraient pas venir. Alors, le match était déjà lancé, tout était prêt. Moi, j'ai convoqué une réunion. J'ai convoqué 10 dirigeants de chaque entité et puis j'ai dit, écoutez, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Donc, si vous voulez que le match se tienne, la solution, c'est que vous-même, vous en assuriez la sécurité. On va acquérir les forces de sécurité disponibles, qui sont disponibles, mais que les acteurs eux-mêmes puissent assurer au niveau des tribunes la sécurité. Et j'ai dit, moi, en tant que préfet, je vais me mettre en tenue, ce qui n'est pas réglementaire, juste pour être là, pour montrer que c'est le préfet qui vient présider le match. Et bon, on a eu la grâce de Dieu, rien ne s'est passé. Le match s'est terminé, le derby, les gens étaient étonnés, mais on a pu s'en sortir. Mais pour dire que la concertation avec les populations est un élément important. Il ne faut pas que les populations elles-mêmes soient les victimes, mais qu'elles ne répondent pas à ces provocations, mais qu'elles puissent aider à pouvoir canaliser ces situations-là. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous remarquez, on a beaucoup de citoyenneté qui se développent dans les quartiers où les gens font des pavages, font des revêtements sur les rues pour améliorer le cadre de vie. Et ça, c'est des initiatives qu'il faut capter. Qu'il faut souligner. Alors, malheureusement, on est déjà quasiment à la fin de l'émission. C'est extrêmement passionnant tout ce qu'on apprend avec vous. Mais voilà, nous les bails rek dañu bëggoon soñu ko doon tënkal en fait, surtout pour pour xale yi di ñu déglu. Oui, sama gis-gis si loolu mooy yar bi. Parce que lépp yar la. dëgg la. ñun Sénégal bari na ñoo xam ne boo demee bitim réew. bu ñu nee da ngay ran pour dugg oto da ngay ran. da ngay ñëw nga ran doo jéem a bourler wala yooyu quoi da ngay ñëw respecter affaire yi. mais su fekkee mën nga ko def ci réewu jàmbur. war nga ko mën a def sa réew. te jàpp naa ne mbir mi mu ngi démarrer ci kër yi. parce que souvent ñuy bëgg a jël lépp yóbbu ko école. oui école fu ñuy jàngale la mais fu ñuy tàggate la. parce que école il faut bul fàttale ne éducation dafa am. te éducation da nga koy xëcc. mu nekk jox la xam-xam mais yar la. ci nekkin si biir société bi. mais ñun aussi au niveau des maisons parents yi dañu am responsabilité. malheureusement nag boo seetloo parents yu ñëpp ñoo ci yem. dafa am ay écart yoo xam ne dafa ñëw sore lañu tuuti à suñu njaboot. mooy suñu écran yi quoi. dañuy topp écran yi des fois ba fàtte ne xale yi war nañoo xool yi nekk ci écran yi luñ ciy def. lan lañ ciy wax. war nañ di waxtaan ak ñoom ñu xam ñoom fi ñu bokk fan la. lan mooy seen valeur lan mooy fi ñu dëkk seen parents seen maam. lan la fi def lu baax ñoom lan mooy war a nekk seen cër. ak ñoom lan la ñuy xaar si ñoom. pour que dëkk bi bu waree baax. xam ne seen loxo du ci génn. parce que su nekk war nga xam ne nekkuloo ci société bi un élément bu bokkul. da nga bokk ci société. société bi nga bokk nag da nga ci war a dugal sa loxo. wala ci tabax. tabax bi nag si jikko lay commencé. te jikko moo déterminé nooy nekke. nooy waxe. respecter ses parents respecter ki lay jàngal. respecter ñi nga dëkkal respecter mbedd mi respecter li nga moomul. li nga moomul muy alal bu ñu la dénk moomuloo ko nga fexe ba ko fa mu nekk. bu ñu ci santeen lañ ca war def nga def ko na mu war demee boo paree nga delloo ko. te valeur yooyu boo ko tegee si sa bopp dana tax lu bari nga mën ko moytu ba nga xam ne yow di nga am liberté wu fooy dox. di nga siggi jox ñëpp cër ñëpp mën na jox cër. mais bu fekkee ne yow cër boobu joxuloo ko kenn bul ko xaar. te cër nag pour nga am ko foo nga joxe ko. joxe bi nag mooy ci yar bi am teggin. respecter dëkk bi ni muy doxee. xam ne ay règle la du àll. du loo neex nga def. du loo neex nga wax. du loo neex nga sol. du loo neex foo nga dem. mais loolu lépp ay valeurs yoo xam ne nag. say wéjur d'abord moo ñu ko war a tàggatal. nga xam ne quartier bi nga dëkk am na lu ñu fi tere am na lu ñu fi nangu. réew mi nga dëkk am na lu ñu fi tere am na lu ñu fi nangul. nga jàpp ne citoyen modèle nga war a nekk. nga nekk citoyen modèle mooy loo am ci lu baax. nga indi ko. loo gis luy yàq. nga moytu ko. si wàllum kaaraange nag. wàllum kaaraange man de li ma gëm mooy il faut ñu gën a et puis dafa am benn image bu may garder bi may def conférence à Tambacounda parce qu'on a fait ça au Pullman. jamono yi passé def benn conférence sur lan mooy cëru collectivité. lan mooy cëru délégué de quartier lan mooy cëru chef de village wala sécurité. def ko fan yële passé. bi ma demee Tambacounda benn waaye dafa jóg ne colonel gendarmerie ñu bu ñu sañoon. seen kanam yi ngeen gën leen a firi ndax ñu gën leen a ñeme. voilà c'est imagé. mais li ma si jàpp mooy disons collaboration boobu. parce que nit ñi aussi dañuy fàtte ne gendarmerie police
dañuy def service public. service public la d'abord balaa muy nekk leneen c'est pas des services de répression non répression boo ko amee foofu. dafay fekk yow nga jàll yoon. mais tant que yaa ngi yoon. amoo ñoom benn problème. donc yow bu fekkee am nga sa permis de dawal. yor sa oto am assurance. mais yaa policier bi mu leen jotee. c'est normalement. donc yow tamit nekkal ci yoon. ñoom dañu leen sant ñu saytu yoon bi yaa ngi si tegu. li ci des nag mooy lu ñuy fexe. ba waxante bi am. dembalante bi am. te ku ci nekk jàpp si cër nga téye ko. mais ñu mën a méngoo. si doxal ba nga xam ne yow boo tëddee lu guddi di nga nelaw mais boo gisee lu dul yoon. nga mën ko wax. boo amee benn bâtiment bu yeggul. nga am ñu fa dëkk. si sa koñ. xamuloo leen mosul leen gis. nga dem ne commandant man de gis naa ñu dëkk ci bâtiment bi te bâtiment bi yeggul. te xaw ma leen fi. fa nga yem boo gisee loo ragal. nga wax ko fa nga ko war a waxee nga bàyyi ña ko war a dox. ñu dox ko. boo gisee ku lu yoon. nga informer autorité bi ko war a gérer. muy police muy gendarme muy sous-préfet wala préfet. moom la ca war. dana ko def mais yow du yow yaa war a jël si initiative gis lu yoonul. nga di ko faj parce que yoon mayu la ko. donc tant que ñun aussi ñu ngi jàppale force de défense et de sécurité yi. ñoom dañuy gën a mën a dimbali. ñu mën a assurer suñu sécurité. te li ñu koy indi nag mooy di leen jox information bu crédible. wax leen loo xam ne dëgg la bu ñu demee vérifier ko seen bopp. la ca war. nga bàyyi ko wax ñoom. te sentiment boobu boo ko amee da lay wóor na yow li la war def nga ko. mais di nga leen permettre bi ñoom ñu def la war te bu boobaa dëkk bu am sécurité rek. am na jàmm am koom-koom. te bu amee jàmm am koom-koom. bu amee koom-koom ku nekk mën a toppatoo sa bopp. toppatoo sa njaboot. di dox di dem di ñëw te doo am dara looy ragal. te sécurité nag mooy base lépp. fu mu amul dara mën fa sotti. fu mu am nag koom-koom dana mën a am. te ñun ñëpp dañu war a impliqué wu. si dynamique sécuritaire boobu xam ne. dañu war a dolli suñu doole les forces de défense et de sécurité. ñoom aussi ñu gën a jegeñ population bi. ñu gën a mën a dugalante gën a jàppalante ngir ko Sénégal nekk dëkku jàmm. dëkku bànneex. dëkku mbégte. dëkku koom-koom ku nekk mën a dem ci dikk. parce que boo ngénte bu amee. waaw nga mën fa dem. da fekk jàmm am. jàmm am na takk bu amee nga mën fa dem da fekk jàmm am. te Covid jaar na fi. waaw. jàngal nañu jàmm lan mooy valeur am. te donc jàmm jooju amul njëkk. pour fexe ba woon ko préserver. Magnifique. Vraiment, vous l'avez entendu avec nous. Chers auditeurs, c'est sur ce message que nous prend fin notre émission. Merci. Nous avons été enchantés et ravis. Nous avons beaucoup appris sur la gouvernance locale, sur la conscience citoyenne, sur l'action de la mobilisation. Et réellement, on aurait voulu encore continuer parce qu'on se rend compte du savoir et puis surtout du message que vous nous avez fait livrer aujourd'hui. Mais nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission dans laquelle nous allons recevoir un autre expert, une autre personnalité influente. Et nous allons plus apprendre sur ces conversations citoyennes. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, Psydiane. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager le peu que je sais de l'administration. Mais merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.